Alors, bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire consacré au droit de la construction. Un webinaire qui sera composé de deux parties. Une première partie qui sera consacrée à l'actualité jurisprudentielle et une seconde partie plus rapide qui sera consacrée à l'actualité réglementaire. Voilà pour la présentation rapide de ce webinaire. Donc, nous allons commencer la première partie consacrée à l'actualité jurisprudentielle avec 9 décisions que j'ai sélectionnées pour ce webinaire. 9 décisions qui ont été rendues depuis le dernier webinaire qui s'était tenu en novembre. Donc, on a des décisions qui ont été rendues en décembre 2022 et la dernière étant rendue très récemment. Donc, 9 décisions avec 9 points différents que nous allons aborder tout de suite par la première décision consacrée à l'assurance dommage ouvrage une nouvelle fois. Donc, c'est une décision rendue par la Cour de cassation le 14 décembre 2022 sous le numéro 21 19 544. Alors, pour débuter ce webinaire, on va rappeler un petit peu les grands principes de l'assureur dommage ouvrage, dont les textes L241-1 et L242 du Code des assurances régissent cette assurance dommage ouvrage, ainsi que les clauses types qui sont d'ordre public, qui sont quant à elles prévues à l'annexe 2, article A 243-1 du même Code des assurances. Pour rappel, pour que cette garantie dommage ouvrage s'applique, il faut donc que les dommages compromettent la solidité des ouvrages constitutifs de l'opération de construction, que les dommages affectent les ouvrages dans l'un de leurs éléments constitutifs ou l'un de leurs éléments d'équipement les rendant impropres à leur destination, ou que les dommages affectent la solidité de l'un des éléments d'équipement indissociables des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos et de couvert au sens de l'article 1792-2 du Code civil. Ça, ce sont les grandes lignes de l'assurance dommage ouvrage. Le principe de la garantie de l'assurance DO est que celle-ci a pour objet de garantir, en dehors de toute recherche de responsabilité, puisque c'est une assurance de dommage et non une assurance de responsabilité, elle a donc pour objet de garantir le paiement des travaux de réparation des dommages à l'ouvrage réalisé, ainsi qu'aux ouvrages existants totalement incorporés dans l'ouvrage neuf. Donc, c'est une garantie qui a pour objet de préfinancer les travaux de réparation des dommages à charge pour l'assureur dommage ouvrage d'exercer par la suite ses recours à l'encontre des assureurs en responsabilité civile décennale. Donc, travaux de réparation, les textes assimilent les travaux de réparation des dommages, les travaux de démolition nécessaires à la réparation, les travaux de déblaiement nécessaires également, ou les travaux de dépose ou de démontage éventuellement nécessaires. Donc, c'est réparation, mais également démolition, déblaiement, dépose et démontage. Donc, il résulte également des dispositions de l'annexe 2 à l'article A 243-1 du Code des assurances que l'assurance dommage ouvrage est également tenue des dépenses correspondant à l'exécution des mesures conservatoires nécessaires à la non-aggravation des dommages. Et la décision étudiée aujourd'hui porte précisément sur la question des mesures conservatoires à la non-aggravation des dommages. Cette indemnité tient compte, s'il y a lieu, des dépenses qui ont pu être précédemment engagées par l'assuré lui-même au titre des mesures conservatoires. La question donc, que j'ai évoquée, à quoi correspondent les mesures permettant la non-aggravation des dommages susceptibles d'être préfinancés par l'assureur dommage ouvrage. En l'espèce, alors il s'agissait d'une clinique, une importante clinique, dont le maître d'ouvrage avait déclaré par 3 fois auprès de l'assureur dommage ouvrage un dysfonctionnement majeur sur l'ensemble du système de sécurité incendie. Donc, le système avait dû être arrêté du fait de ce dysfonctionnement important. Il n'y avait plus de sécurité incendie. Le maître d'ouvrage sollicitait donc le paiement des frais de surveillance par des agents de sécurité incendie dans l'attente des travaux de reprise des désordres, au motif que cette dépense avait donc pour objet de protéger l'ouvrage contre le risque d'incendie. La Cour d'appel de Montpellier, qui avait été saisie de ce dossier, avait rejeté la demande du maître de l'ouvrage au motif que le maintien
d'un service de surveillance permanente par des agents de sécurité n'avait pas un caractère conservatoire, puisqu'il avait pour objet non de protéger l'ouvrage dans l'attente des travaux de réparation des désordres, mais uniquement de permettre à la clinique de poursuivre ses activités dans l'attente des réparations. La Cour de cassation a été saisie par le maître d'ouvrage et la Cour de cassation a validé la position de la Cour d'appel au motif que celle-ci a exactement déduit que les frais de surveillance par des agents de sécurité incendie, qui n'étaient pas nécessaires à la non-aggravation des dommages à l'ouvrage, constituaient un dommage immatériel consécutif aux désordres décennaux. Donc, je fais un petit rappel en rappelant qu'il y a donc lieu de bien distinguer au titre de l'assurance dommage-ouvrage les frais nécessaires afin d'éviter que le désordre s'aggrave. Ça peut être tout ce qui concerne étaiement, renfort de structure, etc. Distinguer ces frais absolument nécessaires à l'aggravation de ceux qui n'ont pour objet que de maintenir l'utilisation ou l'exploitation de l'ouvrage, ce qui était le cas en l'espèce. Dans cette hypothèse-là, le maître d'ouvrage donc n'a pas été indemnisé des frais de surveillance. Il aurait pu l'être, me semble-t-il, si au titre de l'assurance dommage-ouvrage, il avait souscrit l'assurance facultative relative aux dommages immatériels qui, dans cette hypothèse-là, aurait pu être indemnisé, puisque, en l'espèce, les clauses types excluent donc cette prise en charge au titre des garanties obligatoires. Voilà, c'était la première décision évoquée aujourd'hui devant vous concernant la non-aggravation des désordres dans le cadre d'une police d'assurance dommage-ouvrage. Cette même décision apporte également une précision quant à l'obligation de résultats qui pèsent sur l'assurance dommage-ouvrage. Comme je vous l'ai indiqué, le maître d'ouvrage avait déclaré 3 fois le sinistre auprès de son assureur dommage-ouvrage. Les 2 premières fois, les travaux s'étaient révélés insuffisants afin de réparer le désordre. L'indemnité versée par l'assurance dommage-ouvrage n'avait pas permis de réparer les désordres. On sait que donc l'assurance dommage-ouvrage est tenue à des délais qui sont des délais d'ordre public et à défaut de respecter les délais qui lui sont obligatoires, l'assurance dommage-ouvrage perd la possibilité de contester sa garantie, l'assuré peut engager les dépenses nécessaires et l'indemnité versée par l'assureur est majorée de plein droit d'un intérêt égal au double du taux d'intérêt légal. Ça, ce sont les sanctions d'ordre public en cas de non-respect des délais légaux. Mais l'assureur dommage-ouvrage a également des obligations contractuelles vis-à-vis du maître de l'ouvrage. Je vous ai rappelé ici, dans le cas d'un dossier qui conservait un assureur CatNat, une décision que nous avions évoquée dans le précédent webinaire qui avait été rendu le 16 septembre 2021, qui avait condamné un assureur au motif que celui-ci avait financé des travaux qui s'étaient révélés inefficaces. En matière d'assurance dommage-ouvrage, la solution est identique, puisqu'en matière d'assurance dommage-ouvrage, la jurisprudence dispose que les travaux préfinancés par l'assureur doivent être des travaux efficaces et de nature à mettre fin au désordre. À défaut, l'assureur engage sa responsabilité contractuelle envers son assuré et peut être condamné à payer les dommages immatériels au visa de l'article 1147 du Code civil, devenu l'article 1231-1 du même code. Donc, l'assureur dommage-ouvrage est tenu de préfinancer des travaux efficaces permettant de mettre fin au désordre. En l'espèce, la Cour d'appel avait dans un premier temps écarté la responsabilité contractuelle de l'assurance dommage-ouvrage malgré l'inefficacité des travaux. En effet, la Cour d'appel avait jugé que l'assureur dommage-ouvrage avait respecté la procédure, donc des délais, qu'elle s'était conformée aux préconisations de l'expert, qu'elle avait préfinancé des travaux prescrits, puis avait coopéré aux opérations d'expertise judiciaire et que l'insuffisance des mesures de réparation résultait uniquement de la complexité du système de sécurité incendie, de la multiplicité des acteurs intervenus dans l'installation, sa maintenance et son contrôle, et dans la difficulté technique pour les experts à définir la meilleure solution de réparation
ainsi que dans la difficulté du maître de l'ouvrage lui-même à définir précisément la nature et l'ampleur des désordres. Donc, la Cour d'appel avait été particulièrement favorable à l'assurance dommage-ouvrage en estimant que l'installation était tellement complexe que l'assureur dommage-ouvrage ne pouvait financer des travaux efficaces. La Cour de cassation a infirmé de manière assez brutale la décision de la Cour d'appel et a confirmé qu'il existe bien une obligation de résultat qui pèse sur l'assureur dommage-ouvrage, la Cour de cassation ayant jugé, en évoquant l'arrêt rendu par la Cour d'appel, qu'en statuant ainsi, alors que la Cour d'appel avait constaté que les travaux financés par l'assureur dommage-ouvrage à la suite des 2 premières déclarations de sinistre n'avaient pas permis de mettre fin au désordre, la Cour d'appel a violé les textes suivis. C'est-à-dire que, quelle que soit la complexité de l'installation, l'assureur dommage-ouvrage, à partir du moment où il notifie une position de garantie, s'engage ou a l'obligation de garantir, de préfinancer des travaux efficaces, quelle que soit la complexité de l'ouvrage. Une seconde décision rendue par la Cour de cassation le 30 novembre 2022 sous le numéro 21-19-309. C'est une décision qu'on évoquera assez rapidement mais qui mérite d'être évoquée, concerne l'interruption de la prescription. En effet, selon l'article 2224 du Code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Les articles 2240, 2242 et 2244 du Code civil énumèrent limitativement les moyens d'interrompre cette prescription de 5 ans. Les moyens qui permettent d'interrompre la prescription, c'est la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait, la demande en justice donc interrompt la prescription, et une mesure conservatoire ou un acte d'exécution forcée interrompt également la prescription prévue à l'article 2224 du Code civil. La Cour d'appel rappelle toutefois un point important et infirme une décision de la Cour d'appel qui avait jugé que la mise en demeure était également un moyen d'interrompre la prescription énoncée à l'article 2224 du Code civil. La Cour de cassation estime et rappelle que les articles évoqués énumèrent de manière limitative les moyens permettant d'interrompre la prescription. Les courriers recommandés avec accusé de réception ne font pas partie de cette liste et ne peuvent donc être assimilés à une demande en justice, à une mesure conservatoire ou à un acte d'exécution forcée et ne peuvent dès lors interrompre la prescription. Donc, éviter de se reposer uniquement sur une mise en demeure pour estimer que la prescription a été interrompue, mais se reporter aux articles relatifs aux causes d'interruption de la prescription. Donc, c'est une décision rapide, mais qui me semblait nécessaire de rappeler, puisqu'on voit régulièrement quand même toujours des dossiers avec des moyens évoquant l'interruption de la prescription par le moyen d'un courrier recommandé avec accusé de réception, valeur mise en demeure, mais ce courrier-là n'est pas suffisant. 2 décisions que j'ai regroupées sous un seul chapitre qui concernent le principe des marchés forfaitaires. Donc, 2 décisions. Une première décision qui a été rendue le 16 novembre 2022 sous le numéro 21-19-147 et une seconde décision rendue le 18 janvier 2023 sous le numéro 21-21-823, toujours par la 3e chambre civile de la Cour de cassation. Ces 2 décisions portent donc sur le marché forfaitaire. J'ai rappelé les dispositions de l'article 1793 du Code civil qui définissent la notion de marché forfaitaire. Donc, lorsqu'un architecte ou un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment d'après un plan arrêté convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l'augmentation de la main-d'œuvre ou des matériaux, ni sous celui de changement ou d'augmentation fait sur ce plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit et le prix convenu avec le propriétaire. Le principe donc du marché forfaitaire, la conclusion du marché forfaitaire implique que l'entrepreneur ne peut solliciter le paiement de travaux supplémentaires non prévus au marché alors que ces travaux sont nécessaires à la réalisation de l'ouvrage. Mais
bien sûr, il y a toujours des exceptions. Dans certaines hypothèses de travaux, bien que se situant hors forfait, certains travaux peuvent donc donner lieu au paiement du maître de l'ouvrage dès lors que les travaux auront été réalisés avec le consentement du maître de l'ouvrage. Alors, la jurisprudence évoque diverses possibilités de démontrer le consentement du maître de l'ouvrage. Le consentement peut résulter de l'accord écrit du maître de l'ouvrage. Alors, pour rappel, une simple mention OK ou bon pour accord n'est pas forcément suffisante pour démontrer le consentement du maître de l'ouvrage, mais donc un accord écrit du maître de l'ouvrage ou la ratification a posteriori des travaux exécutés. Voilà, la ratification doit être comprise comme une acceptation expresse et non équivoque par le maître d'ouvrage des travaux exécutés. Ce sont des anciennes décisions, mais qui sont toujours d'actualité, puisqu'elles ont été rendues entre 1997 et 2007. Ce sont les deux principes que rappelle une nouvelle fois donc, la Cour de cassation dans sa décision du 18 janvier 2023, en sanctionnant une cour d'appel ayant jugé, dès lors qu'en signant l'acompte numéro 5, le maître d'œuvre avait approuvé l'exécution des travaux, dont ceux supplémentaires désignés par devis joint, dont il est demandé le paiement, et dont M. X ne rapportait pas la libération. La Cour d'appel avait donc estimé que le fait que le maître d'œuvre donne un accord sur l'exécution de travaux supplémentaires suffisait à justifier la réclamation de l'entreprise. La Cour de cassation a sanctionné cette décision donc au visa de l'article que nous avons lu tout à l'heure, l'article 1793 du Code civil. La Cour de cassation a rappelé qu'en statuant ainsi, sans constater l'accord préalable du maître de l'ouvrage pour la réalisation de ces travaux ou son acceptation expresse et non équivoque après leur exécution, la Cour d'appel a violé le texte susvisé. Donc, c'est-à-dire le maître d'œuvre n'engage pas le maître de l'ouvrage. Seul l'accord préalable du maître de l'ouvrage permet de solliciter le paiement de travaux supplémentaires. Ça, c'était la première décision faisant partie de ce chapitre consacré au marché à forfait. La seconde décision rappelle que le droit au paiement est également possible, même en l'absence d'une autorisation écrite préalable du maître de l'ouvrage ou en l'absence de son acceptation expresse et non équivoque, lorsque, après l'exécution des travaux supplémentaires, il est constaté l'existence de bouleversement de l'économie du marché. La condition, c'est que l'entrepreneur qui demande le paiement de ses travaux doit démontrer que les modifications ont été voulues par le maître de l'ouvrage toujours. Donc, en l'espèce, la Cour de cassation a jugé que malgré le caractère forfaitaire du marché, le maître d'ouvrage est tenu au règlement des travaux supplémentaires réalisés par l'entrepreneur en exécution d'une part donc des documents contractuels modifiés postérieurement à la signature des devis et d'autre part des demandes émanant de l'assistant du maître d'ouvrage ou du maître d'œuvre dès lors qu'ils ont entraîné un bouleversement de l'économie du contrat qui s'est traduit en l'occurrence par une augmentation de 23% du montant initial du marché. Cependant, il y a toujours une petite contrepartie à cette possibilité d'obtenir le paiement de travaux supplémentaires malgré l'existence d'un marché forfaitaire. Même si l'entrepreneur démontre que les modifications ont été voulues par le maître de l'ouvrage, la question de l'appréciation du bouleversement de l'économie du contrat reste toujours à l'appréciation du juge du fond. Ce que rappelle la haute juridiction en ces termes, ayant retenu que ces prestations avaient entraîné un bouleversement dans l'économie du contrat, la Cour d'appel de Paris à abstraction faite de motifs surabondants sur les circonstances de signature du marché, légalement justifié sa décision. C'est-à-dire que c'est toujours au juge du fond d'estimer si il existe un bouleversement de l'économie du contrat. Là, on est sur des sommes de 23%. Il n'y a pas de seuil fixe ou définitif qui permettent d'apprécier cette modification dans l'économie du contrat. En matière administrative, pour faire une petite comparaison, on a récemment une décision qui a considéré effectivement qu'une augmentation de l'économie du contrat pouvait également être retenue lorsqu'on avait une différence de plus de 20% par rapport au montant initial du marché. Mais que ce soit devant les juges judiciaires ou devant le juge administratif, ce pouvoir d'appréciation relève toujours de l'appréciation des juges du fond. Il n'y a pas de normes définitives sur ce point.
Donc voilà les conditions dans lesquelles le marché forfaitaire peut donner lieu au paiement de travaux supplémentaires, un accord préalable du maître de l'ouvrage, une validation a posteriori ou un bouleversement de l'économie du contrat qui doit être démontré par le titulaire du marché. Une cinquième décision qui concerne les polices d'assurance et les causes de prescription qui doivent être reprises dans les contrats d'assurance. Pour rappel, en matière de prescription, la Cour de cassation considère que les assureurs ne respectent pas les dispositions de l'article R112-1 du Code des assurances si la police d'assurance ne contient qu'un simple renvoi au texte relatif à la prescription. Et là, on parle de la prescription biennale qui s'applique entre les assureurs et leurs assurés. C'est-à-dire qu'en cas de sinistre, l'assuré dispose d'un délai de 2 ans pour agir à l'encontre de son assureur. Ce délai de 2 ans est rappelé aux articles L114-1 et L114-2 du Code des assurances. Donc la Cour de cassation rappelle qu'un simple renvoi à ces articles n'est pas suffisant dans les polices d'assurance. Exemple, je vous ai cité des exemples qui sont des exemples anciens, mais qui ont bouleversé quand même les questions de prescription en matière d'assurance dommage-ouvrage. Un assureur dommage-ouvrage qui s'est borné à indiquer dans les conditions générales de sa police que toute action dérivant du contrat est prescrite par 2 ans à compter de l'événement qui a donné naissance dans les termes de l'article L114-1 et L114-2 a été sanctionné parce que l'assureur dommage-ouvrage vise les textes sans les reproduire in extenso. Il y a donc eu un renforcement de l'obligation de renseignement confirmé par la Cour de cassation qui a invalidé purement et simplement les clauses qui font uniquement référence à ces articles sans les reproduire en intégralité. Donc les polices d'assurance en matière d'assurance dommage-ouvrage doivent reprendre en totalité les articles L114-1 et L114-2 sans se contenter de citer ces références. La question qui est soulevée par la décision que nous allons évoquer, c'est de savoir quelles sont les limites à l'obligation de renseignement pour un assureur. Alors, là, nous ne sommes pas dans le cas que nous étudions, nous ne sommes pas dans le cas d'une police d'assurance dommage-ouvrage, mais dans le cadre d'une assurance multirisque. Puisque, en l'espèce, l'assuré avait été victime de plusieurs cambriolages, un entrepôt, et avait sollicité l'indemnité auprès de son assurance multirisque qui lui avait été refusée. En effet, donc l'assuré, après avoir sans succès sollicité la garantie de son assureur, a demandé la condamnation de son assureur en référé en vue d'obtenir une provision. Le juge des référés s'est estimé incompétent et a rejeté cette demande de condamnation dirigée à l'encontre de l'assureur. L'assureur a donc saisi cette fois non plus le juge des référés, mais le juge du fond, afin toujours d'obtenir la garantie de son assureur. L'assuré a saisi le juge du fond qui, malheureusement pour l'assuré, a déclaré sa demande prescrite sur le fondement de l'article L114-1 du Code des assurances. L'assuré, donc de la prescription biennale assureur-assuré, le juge du fond estimant que le délai de 2 ans n'ayant pas été interrompu. L'assuré s'est pourvu devant la Cour de cassation et reproche à l'assureur finalement de ne pas avoir indiqué dans sa police les dispositions de l'article 2243 du Code civil, c'est-à-dire sans rappeler que l'interruption de la prescription biennale est considérée comme non avenue dans le cas où la demande, même en référé, est définitivement rejetée. C'est-à-dire que en agissant devant le juge des référés et voyant sa demande rejetée par le juge des référés et sans avoir fait appel de cette décision, la Cour de cassation rappelle que l'article 2243 s'applique, à savoir qu'une décision rejetée en référé n'a pas vocation à interrompre le délai de prescription biennale. Et l'assuré reprochait finalement à son assureur de ne pas avoir reproduit comme antérieurement, comme on l'a évoqué tout à l'heure pour les assureurs dommages-ouvrages, les articles en totalité. L'assuré reproche donc que le fait que sa police ne contienne pas les dispositions de cet article 2243 et indique que s'il les avait connues, il aurait
il aurait étudié ou retenu le fait que son assignation en référé n'avait pas interrompu le délai. Et la Cour de cassation rejette finalement sa demande au motif que l'article R 112-1 du Code des assurances qui contraint l'assureur à rappeler lors de la rédaction des contrats sous peine d'inopposabilité du délai de prescription biennale prévu par l'article L114-1 du Code, le point de départ de la prescription ainsi que les différentes causes d'interruption mentionnées à l'article L114-2, à savoir donc les causes ordinaires d'interruption de la prescription qu'on a évoquées tout à l'heure, la désignation d'un expert à la suite d'un sinistre ou l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception. Et la Cour de cassation donc, juge que le devoir d'information se limite exclusivement à rappeler les causes d'interruption de la prescription. L'assureur n'est en revanche pas tenu de rappeler qu'en application de l'article 2243 du Code civil, l'interruption de la prescription est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance ou si sa demande est effectivement définitivement rejetée. Donc voilà, c'est un point important qui vient un petit peu limiter les obligations qui pèsent sur les assureurs en matière d'obligation de renseignement. Donc, seules les causes interruptives de la prescription doivent être rappelées dans les contrats d'assurance, mais pas le fait qu'une demande rejetée dans le cadre d'un référé n'a pas forcément toujours vocation à interrompre la prescription. Une sixième décision rendue par la Cour de cassation le 16 novembre 2022 sous le numéro 21-11-589 concerne les questions d'empiètement et de responsabilité du maître de l'ouvrage. C'est une décision qui nous permettra d'aborder deux points importants en la matière. Le premier point concerne la possibilité de venir rechercher un propriétaire, un ancien propriétaire du fait de l'existence d'un empiètement sur une parcelle. En l'espèce, une SCI qui était maître d'ouvrage avait procédé à des travaux de construction d'un lotissement en limite de propriété avec le fonds voisin. Et une fois l'ensemble des habitations réalisées, les biens avaient été vendus et les terrains cédés. De ce fait, la SCI n'était plus propriétaire du terrain ni des ouvrages construits. Le voisin, constatant l'empiètement et ayant subi un éboulement sur sa parcelle, a assigné la SCI, qui n'était plus propriétaire, et la SCI, de ce fait, estimait que sa responsabilité ne pouvait plus être recherchée au motif qu'elle s'était également entourée de professionnels au moment de l'exécution des travaux. La Cour de cassation a rejeté ce moyen et a validé le raisonnement de la Cour d'appel, laquelle avait retenu que l'empiètement et les désordres affectant le terrain voisin résultaient des travaux d'affouillement et de terrassement entrepris par la SCI en sa qualité de maître de l'ouvrage sur le fonds inférieur dont elle était propriétaire. Donc, la responsabilité d'un ancien maître d'ouvrage qui n'est plus propriétaire du bien peut être recherchée en cas d'empiètement sur un terrain voisin. Ça, c'est un point important et les moyens qui avaient été soulevés par la SCI ont été écartés par la juridiction. Donc, une fois que la Cour avait jugé que la responsabilité de fait pouvait être du maître d'ouvrage pouvait être retenue, la question s'est posée de savoir qui devait procéder aux travaux de construction du mur de soutènement permettant d'éviter de nouveaux éboulements sur le fond voisin. Et la Cour de cassation s'est référée expressément à une décision qu'elle avait rendue en matière de démolition. En effet, la Cour cite cette décision selon laquelle l'action en démolition de construction empiétant sur la propriété voisine peut être exercée non seulement contre le propriétaire actuel de ces constructions, mais aussi contre le maître de l'ouvrage d'origine. Donc, cette jurisprudence rendue le 28 juin 2016 est expressément citée par la Cour de cassation, ce qui est d'ailleurs de plus en plus fréquent que la Cour de cassation se réfère et cite avec les références les décisions antérieures auxquelles elle se réfère. Donc, la Cour de cassation a adapté cette jurisprudence qui concernait une question de démolition à l'obligation, cette fois, non pas de démolir, mais de construire un ouvrage permettant d'éviter les conséquences
cet empiètement. La Cour d'appel avait retenu que la responsabilité de la SCI en sa qualité de maître de l'ouvrage lors de la réalisation des travaux qui avaient empiété sur le fonds voisin et endommagé celui-ci, a, appréciant souverainement les modalités de réparation lui incombant, pu en déduire qu'il appartenait de prendre les mesures qui s'imposaient à l'égard de la copropriété constituée entre les propriétaires de construction aujourd'hui réalisées, de manière à assurer l'édification du mur de soutènement et qu'elle ne saurait se réfugier derrière cette copropriété pour prétendre que la demande de voir réparer les désordres du terrassement réalisé serait irrecevable. En effet, donc c'est un petit peu complexe, mais la SCI disait « Ok, vous pouvez rechercher ma responsabilité en tant que maître d'ouvrage d'origine sur les questions d'empiètement et sur l'absence de ce mur de soutènement, mais aujourd'hui, vous ne pouvez pas me condamner à exécuter ce mur dès lors que je ne suis plus propriétaire du bien et que je ne peux intervenir sur une propriété qui ne m'appartient plus. » La Cour de cassation a écarté cette possibilité et a dit, peu importe le fait que vous ne soyez plus propriétaire, dès lors que votre responsabilité est engagée, on peut condamner un ancien maître d'ouvrage à procéder à des travaux sur un fonds ne lui appartenant plus. Donc ça, c'était un point important de cette décision. Le deuxième point concerne la faute du maître de l'ouvrage. Donc si la responsabilité du maître de l'ouvrage peut être engagée d'un point de vue purement juridique, le maître d'ouvrage a estimé que techniquement, sa responsabilité n'était pas susceptible d'être engagée dans la mesure où il s'était entouré de professionnels qui auraient dû l'informer des conséquences de l'absence de réalisation de ce mur de soutènement. Le maître d'ouvrage estimait donc qu'il était entouré d'un architecte qui était chargé d'une mission complète de maîtrise d'œuvre et qu'il appartenait à cet architecte en sa qualité de maître d'œuvre de s'opposer à la réalisation des ouvrages tels que commandés par le maître de l'ouvrage s'il lui apparaissait non conforme à la configuration des lieux, voire dangereux par rapport à la topographie ou la consistance des terrains. Donc ça, c'était la position du maître de l'ouvrage qui tentait de rejeter la faute technique sur le maître d'œuvre et sur l'entreprise. La Cour de cassation a écarté ce moyen au motif qu'il avait été prévu par la société de Gros Œuvres l'édification d'un mur de soutènement dont la réalisation avait été abandonnée et que la SCI n'avait pas hésité, ça c'est les textes de l'arrêt de la Cour de cassation, que la SCI n'avait pas hésité au mépris des règles les plus élémentaires de sécurité, à faire décaisser le terrain d'assiette des constructions sur une hauteur de 5 à 6 mètres en limite de propriété pour maximiser le terrain utile à moindre coût. En conséquence, si le maître d'ouvrage est tenu d'une obligation de conseil vis-à-vis du maître d'ouvrage, la faute du maître d'ouvrage a contribué avec celle du maître d'œuvre et dans l'entreprise de Gros Œuvres à l'empiètement sur la parcelle voisine et à la fragilisation du talus, occasionnant différents dégâts sur le terrain voisin. Donc, le fait d'être entouré de professionnels ne suffit pas au maître de l'ouvrage pour voir sa responsabilité technique écartée. Voilà les deux points abordés par cette décision assez bien, très explicite dans sa rédaction. Une décision, alors là, très importante, très courte également, mais très importante et qui fait un petit peu, qui constitue un revirement de jurisprudence. C'est une décision rendue par la Cour de cassation le 1er mars 2023, donc une décision vraiment récente, sous le numéro 21-23-176. C'était toujours une question de prescription, mais cette fois en matière de paiement de travaux. En effet, l'article L137-2, devenu l'article 218-2 du Code de la consommation, dispose que l'action des professionnels pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs se prescrit par 2 ans. En gros, c'est les travaux, le paiement de travaux se prescrit par 2 ans. En matière de point, et non pas de point de départ, en matière de point de départ de la prescription, l'article 2244 du Code civil dispose que le délai de prescription court à compter du jour où le titulaire d'un droit inconnu aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. S'agissant de l'action en paiement de travaux exercés à l'encontre d'un maître d'ouvrage considéré comme consommateur, la Cour de cassation jugeait jusqu'au 1er mars 2023 que le point de départ du délai de prescription était le jour de l'établissement de la facture. Donc, une entreprise qui souhaitait se faire payer
disposait d'un délai de 2 ans pour exercer son action à partir du moment où elle émettait sa facture. Et bien évidemment, ça posait une question lorsque les factures étaient émises, n'étaient pas émises, ce qui arrive, ou étaient émises très tardivement, ou lorsque des factures étaient émises, puis complétées par la suite ou modifiées, ce qui faisait repartir un nouveau délai, et certains utilisaient donc ce moyen pour ne pas faire courir les délais de prescription. Donc, la Cour de cassation nous disait jusqu'au 1er mars que le point de départ, c'était l'établissement de la facture, avec les conséquences que je viens d'évoquer. Donc, une décision rendue en juin 2015 reprenait cette position de la Cour de cassation. Donc, depuis le 1er mars, la Cour de cassation a jugé que l'action se prescrit à compter de la date de la connaissance par le créancier des faits lui permettant d'agir, laquelle peut être caractérisée par l'achèvement des travaux ou l'exécution des prestations. C'est-à-dire qu'on vient aujourd'hui raccourcir le délai pendant lequel l'action peut être exercée, l'action en paiement peut être exercée, puisque aujourd'hui c'est l'achèvement des travaux qui est le point de départ et non plus l'émission de la facture. La Cour de cassation en a fait juger qu'il y a lieu de prendre en compte la date de la connaissance des faits qui permet au professionnel d'exercer son action, laquelle est caractérisée, hormis les cas où le contrat ou la loi en dispose autrement, par l'achèvement des travaux ou l'exécution des prestations, cette circonstance rendant sa créance exigible. Donc voilà une décision très très importante en matière de paiement de travaux et de prescription des demandes. Donc cette décision rendue le 1er mars 2023 sous 21-23-176. Enfin, une décision concerne l'isolation technique par l'extérieur, ce qu'on appelle plus simplement les ITE, et les questions de garantie décennale, avec une décision rendue par la Cour de cassation le 18 janvier 2023 sous le numéro 21-23-426. On voit tous ce à quoi correspond une ITE, on en voit de plus en plus. Ce sont notamment les pavillons qui sont recouverts de plaques, souvent de polystyrène, et recouverts d'un enduit ayant vocation à limiter les déperditions thermiques. Donc, indépendamment de cette question-là, il y avait aussi une question de débord sur les fonds voisins, puisque souvent, ces isolations par l'extérieur dépassaient la limite de propriété, et donc il a été mis en place maintenant d'ailleurs des conventions qui règlent ce problème-là, et que vous trouvez, je pense, auprès de l'Ordre des architectes. Donc, la mise en place de cette isolation technique par l'extérieur correspond-elle à la réalisation d'un ouvrage? C'était la question qui était soumise à la Cour de cassation et qui a tranché cette question. Si une ITE correspond à un ouvrage, cela signifie qu'il existe sur les constructeurs une présomption de responsabilité sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil. Mais pour que cette présomption s'applique, il faut que les désordres qui affectent cet ouvrage soient de nature décennale, c'est-à-dire qu'ils rendent l'ouvrage impropre à sa destination. Et s'il s'agit d'un ouvrage, le délai de prescription est de 10 ans à compter de la réception. En revanche, s'il ne s'agit pas d'un ouvrage, seul le maître d'ouvrage pourra engager la responsabilité contractuelle de l'entreprise, sur laquelle pèse une obligation de résultat, quelle que soit la nature des désordres, c'est-à-dire y compris pour des désordres esthétiques, et la prescription est, dans ce cas-là, de 5 ans uniquement. En l'espèce, le maître d'ouvrage considérait que l'ITE ne constituait pas un ouvrage et recherchait la responsabilité de l'entreprise sur le fondement de sa responsabilité contractuelle. Pourquoi? Parce que les désordres qui affectaient son bien n'étaient que des désordres qui n'avaient pas de caractère décennal, qui n'étaient que esthétiques, et donc savait pertinemment que si la Cour considérait l'ITE comme étant un ouvrage, il ne bénéficierait pas des garanties décennales. Donc le maître d'ouvrage dans cette affaire tentait de faire qualifier son ITE d'une intervention ne relevait pas des articles 1792 du Code civil. La Cour de cassation, malheureusement pour le maître d'ouvrage, a tranché
l'inverse. La Cour de cassation a jugé que les travaux d'ITE consistent bien en la réalisation d'un ouvrage au sens de l'article 1792 du Code civil. En conséquence, en l'absence de désordre de gravité décennale suffisante, la présomption de responsabilité n'est pas applicable. Et donc, en l'espèce, le maître d'ouvrage s'est retrouvé sans recours à l'encontre de son entreprise concernant les désordres affectant son ITE. En revanche, et ce point n'est pas abordé, mais les maîtres d'ouvrage auraient pu, à titre subsidiaire, évoquer la théorie des dommages intermédiaires, qui nécessite toutefois que soit démontrée l'existence d'une faute de la part de l'entreprise dans l'existence des travaux. Mais ce point n'était pas un moyen soulevé par le maître d'ouvrage. Donc, les ITE constituent bien un ouvrage au sens des articles 1792 du Code civil, et doivent être d'ailleurs assurés, les entreprises qui réalisent ces travaux doivent donc être assurées au titre de leur responsabilité civile décennale, et les garanties des constructeurs sont mobilisables en cas de désordre uniquement de nature décennale. Enfin, une dernière décision, et non des moindres, c'est la décision qui a été rendue par la Cour de cassation le 14 décembre 2022 sous le numéro 21-21-305 et qui a fait le bonheur de tous les avocats en droit de la construction, une décision qui a été largement commentée par les différents auteurs, puisqu'elle concerne toujours cette fois une question de prescription, mais entre les constructeurs eux-mêmes. Antérieurement à cette décision du 14 décembre 2022, la Cour de cassation jugeait que les recours d'un constructeur contre un autre constructeur ou son sous-traitant relèvent des dispositions de l'article 2224 du Code civil et qui se prescrit donc par 5 ans à compter du jour où le premier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Donc, la Cour de cassation a jugé que l'assignation en référé expertise, en demande de référé expertise délivrée par un maître d'ouvrage à son entrepreneur principal met en cause la responsabilité de ce dernier et constituait donc le point de départ du délai de son action récursoire à l'encontre de ses sous-traitants. En pratique, cela signifiait que lorsqu'un maître d'ouvrage assignait l'entreprise générale devait assigner l'ensemble de ses sous-traitants, voire ses co-traitants, dans le délai de 5 ans, même si à ce stade-là, on ignorait tout des responsabilités des uns et des autres. Et dans ces conditions-là, les juridictions se sont vues totalement encombrées par des recours préventifs exercés par les entreprises entre eux, les sous-traitants entre eux et les entreprises principales à l'encontre de leurs sous-traitants, dès lors qu'une demande de référé expertise était demandée par le maître de l'ouvrage. On a vu des multiplicités de contentieux naître du fait de cette jurisprudence datant du 19 mai 2016. Donc, quelque chose d'ingérable pour les praticiens, aussi bien pour les avocats qui devaient veiller à assigner l'ensemble des constructeurs ou de leurs sous-traitants dans ce délai de 5 ans, et aussi pour les juridictions qui devaient traiter de nombreux recours à titre préventif et qui devaient les laisser vivre le temps que les expertises judiciaires se prolongent. Donc, une décision qui était basée à l'époque sur les dispositions de l'article 1792-4-3 du Code civil, selon lequel, en dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4.1 et 1792-4.2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par 10 ans à compter de la réception. Et l'article 2224 du Code civil, selon lequel les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Donc, en gros, la Cour de cassation estimait que les recours des entreprises entre eux et des co-traitants entre eux et des sous-traitants entre eux ne relevaient pas des actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs et donc appliquer les dispositions de l'article 2224 avec des délais plus courts que les actions dont bénéficie le maître de l'ouvrage à l'encontre des constructeurs eux-mêmes. Il s'agit là d'un véritable revirement et on peut saluer la lucidité de la Cour de cassation sur cette question-là,
puisque la Cour de cassation, dans sa décision du 14 décembre 2022 et non pas 2002, la Cour de cassation indique expressément qu'elle modifie sa position en raison de la multiplication de ces recours préventifs qui nuit à une bonne administration de la justice, ce qui conduit donc la Cour à modifier sa jurisprudence. La Cour poursuit en indiquant désormais que le constructeur, ne pouvant agir en garantie avant d'être lui-même assigné aux fins de paiement ou d'exécution de l'obligation en nature, il ne peut être considéré comme inactif pour l'application de la prescription extinctive avant l'introduction de ses demandes principales. Dès lors, l'assignation, si elle n'est pas accompagnée d'une demande de reconnaissance d'un droit, ne serait-ce que par provision, ne fait pas courir la prescription de l'action du constructeur, tendant à être garantie des condamnations en nature ou par équivalent, ou à obtenir le remboursement des sommes mises à sa charge en vertu des condamnations ultérieures. En clair, ce n'est plus l'assignation en référé qui constitue le point de départ du délai de recours des constructeurs entre eux. Ce n'est plus l'assignation en référé, c'est l'assignation au fond qui sera délivrée une fois que le rapport d'expertise aura été déposé et un recours au fond qui sera initié par le maître d'ouvrage. Donc, on évite, à titre préventif, d'assigner dans tous les sens. On attend donc, on fait des mises en cause classiques en matière d'expertise judiciaire pour que tout le monde puisse participer, mais il n'y a plus de délai pour assigner tant que l'assignation au fond n'a pas été délivrée par le maître d'ouvrage visant à obtenir une indemnité. Alors, il faut faire attention toutefois à cette décision qui ravit les praticiens. C'est qu'il est bien indiqué dans cette décision que l'assignation référée ne fait donc pas courir ce délai, à la condition qu'elle ne soit pas accompagnée de reconnaissance d'un droit. Et alors on n'a pas de décision en ce sens, mais on pourrait penser que lorsqu'il y a une demande de référé expertise qui est accompagnée d'une demande de provision, on se trouve là dans une demande donc accompagnée de reconnaissance d'un droit et on replongerait finalement dans les dispositions de la jurisprudence antérieure, c'est-à-dire qu'à partir du moment où en référé il y a une demande de provision, on se resitue dans le délai de 5 ans pour agir dans le cadre de l'assignation en référé et non pas de l'assignation qui sera délivrée ultérieurement par le juge du fond. Voilà, une décision très importante et qui est vraiment une décision pour la bonne administration de la justice, ce que reconnaît la Cour de cassation elle-même dans ses dispositions. Voilà, j'en ai terminé avec les décisions importantes qui ont été rendues récemment. Vu l'heure, nous allons aborder rapidement une actualité réglementaire également importante qui est l'ordonnance du 8 février 2023, numérotée 2023-78, prise en application de la loi du 21 février 2022 dite 3DS, qui va venir modifier les articles L125-1 et L125-6 du Code des assurances en matière d'assurance des risques de catastrophes naturelles, les fameuses arrêtés CatNat. Donc, l'ordonnance qui a été prise tout récemment vise à améliorer l'indemnisation des sinistres causés par le phénomène naturel de mouvement de terrain consécutif à la sécheresse et à la réhumidification des sols. Cette ordonnance-là, bien évidemment, est prise en raison de l'augmentation du nombre de sinistres liés au changement climatique. Les principaux points importants de cette ordonnance sont les suivants. Cette ordonnance rajoute un nouveau mécanisme permettant la reconnaissance CatNat de communes ayant subi une succession anormale de sécheresse d'ampleur significative, mais dont l'intensité mesurée année par année ne remplit pas les critères actuels. C'est-à-dire qu'on va pouvoir faire rentrer dans les dispositions des procédures CatNat des communes qui auparavant n'auraient pas pu rentrer, ne répondaient pas aux critères classiques de CatNat. Là, il va falloir une succession anormale de phénomènes de sécheresse d'ampleur significative pour pouvoir rentrer dans la CatNat, ce qui est beaucoup plus favorable aux victimes de sécheresse.
un élargissement donc de la notion de CatNat. Il va y avoir également des précisions concernant les conditions d'indemnisation des sinistres qui résultent de ces phénomènes de sécheresse. En effet, l'indemnisation sera concentrée sur les sinistres susceptibles d'affecter la solidité ou d'entraver l'utilisation normale du bâtiment endommagé. Donc, il s'agit d'accompagner en priorité les sinistrés confrontés à des dommages matériels affectant la solidité de l'habitation ou pouvant générer des dommages graves à terme si celles-ci ne sont pas traitées précocement. C'est-à-dire qu'on va agir très rapidement sur tout ce qui est habitation, se concentrer sur les habitations et dès lors qu'il y a une atteinte à la solidité des bâtiments liés à la sécheresse. On exclut pour la première fois, et ça c'est également toujours dans un objectif du respect des normes, on exclut cette fois des bénéfices des procédures CatNat, les bâtiments qui ont été construits sans permis de construire lorsque le permis de construire est exigé, et pour les constructions neuves qui ne respectent pas les dispositions de la loi Elan, qui vise à protéger les propriétaires de maisons individuelles en cas de retrait, gonflement des argiles. Donc, pas de bénéfice des procédures CatNat si un bâtiment a été construit sans permis de construire alors qu'il était demandé et si le bâtiment a été construit sans respecter les dispositions de la loi Elan. Enfin, on va encadrer des dispositions qui concernent la réalisation de l'expertise désignés par les assureurs et la mise en place de contrôles et de sanctions pour les experts qui ne remplissent pas les exigences de qualité prévues par la loi. On a vu souvent, on voit toujours dans des dossiers des rapports d'expertise très très sommaires en disant ne relève pas de la CatNat sans démontrer que pour les raisons techniques pour lesquelles les dispositions ne sont pas applicables ou des rapports très très sommaires. Donc là, il y a une obligation de renseignement et de résultats et de précision de la part des assureurs qui sera sanctionnée si un assureur ne démontre pas suffisamment les raisons pour lesquelles il refuse notamment une garantie à ce titre. Donc un renforcement des obligations des assurances. Et une obligation pour les assurés qui bénéficient des dispositions CatNat d'affecter l'indemnité perçue au titre du sinistre, parce que bien souvent, il arrivait que les indemnités versées ne soient pas utilisées pour réparer les dommages. Donc ça, cette fois, une affectation obligatoire de l'indemnité avec possibilité de vérifier que l'indemnité a bien été affectée à la réparation. Enfin, un assouplissement pour les frais d'architecte et de maîtrise d'ouvrage, notamment DO, qui seront indemnisés si les frais d'architecte sont nécessaires et non plus uniquement si les frais d'architecte sont obligatoires. Donc, cela vise à favoriser le renforcement et éviter que des phénomènes se reproduisent ultérieurement compte tenu des phénomènes de sécheresse de plus en plus récurrents. Voilà, ces dispositions du Code des assurances qui vont vraiment modifier en profondeur les règles relatives aux arrêtés CatNat et à leurs conséquences entrera en vigueur au plus tard le 1er janvier 2024. J'en ai terminé avec ce webinaire. Comme on vous l'a dit tout à l'heure, je crois qu'il y avait possibilité de poser des questions. N'hésitez pas. Si vous en avez, elles me seront transmises. Oui. Écoutez, merci Cyril pour votre présentation. Oui. Alors, j'encourage les participants qui le souhaitent de poser vos questions. La présentation était très claire et donc du coup, Merci. Voilà. Bon. Alors, il suffit de déplier la petite flèche orange et bien de l'envoyer pour qu'elle soit reçue par nous. On va laisser encore quelques minutes aux participants pour qu'ils puissent poser des questions. Ça me laisse le temps de vous signaler donc que votre prochain webinaire d'actualité, ce sera le 27 juin à 14h30. Donc, vous allez bientôt recevoir un lien pour vous inscrire. Et voilà. Mais écoutez, je pense qu'on peut dire que vous avez été extrêmement clair puisqu'il n'y a aucune question. Ah, si. Ah. Alors,
Je vais vous la lire. J'ai une question qui peut être un peu bête. Alors, il n'y a pas de question bête, hein. Il me semblait que la responsabilité contractuelle en matière de construction était de 10 ans à compter de la réception. Alors, c'est un sujet. Non, 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 on est bien sur une responsabilité de 5 ans maintenant en matière de responsabilité contractuelle. Et non plus 10 ans, c'est pour revenir sur l'ITE. Effectivement, 10 ans de réalisation en matière contractuelle. Merci beaucoup. À partir de l'apparition du sinistre. À partir de l'apparition du sinistre et non pas de la réception. Voilà, effectivement, Ouais. il y a peut-être une nuance là-dessus. Eh bien, écoutez. Ah, alors une autre question arrive. Nous avons. Oula. Nous avons parlé de dommage ouvrage pour les isolations par l'extérieur. La dommage ouvrage peut-elle être actionnée en cas d'installation de l'isolant par une société qui a fait faillite et d'une nouvelle société qui a posé l'enduit de finition? Oui, en fait, une succession de sociétés sur le chantier. Je ne sais pas si j'ai été claire. Cyril, on vous Voilà. entend pas. Ouais. Succession d'entreprise. Alors, normalement, une entreprise qui intervient, qui a... Vous m'entendez? Non, c'est un peu haché. Vous m'entendez? Oui, on vous entend là. Oui. Vous m'entendez ou pas? Là, on vous entend, mais c'est un peu haché. Allô, allô? Je ne Oui. sais pas ce qui se passe. Et vous m'entendez à la suite d'une présentation. Ah, alors, c'est étonnant. Alors, étonnant. Une entreprise qui intervient à la suite d'une autre entreprise qui a abandonné le chantier ou qui n'a pas fini le chantier, l'entreprise qui vient à la suite accepte le support, on va dire, c'est-à-dire que sa responsabilité est engagée comme si elle avait réalisé elle-même les travaux qu'elle reprend ou sur lesquels elle intervient. C'est ce qu'on appelle l'acceptation du support. Si elle n'émet aucune réserve sur le support qu'on lui remet, elle est considérée comme ayant réalisé la totalité du lot. Voilà. Donc, l'assurance décennale d'une entreprise qui n'intervient que à la suite d'une entreprise précédente qui a commencé les travaux peut être engagée sur la totalité des désordres affectant l'ouvrage, même si elle n'était pas intervenue précédemment. Voilà. En quelques mots, la position des juridictions sur ce point. Donc, une acceptation du support. Voilà. Et puis, du coup, on a reçu une dernière question. Je vous l'ai envoyée sur notre commun, mais je vais vous la lire. Suite à l'arrêt du 14 décembre 2022, peut-on envisager d'assigner au fond en même temps que le référé expertise et de solliciter un sursis à statuer? Cela ferait partir ainsi le délai de prescription. C'est ça, exactement. Ouais, ouais, c'est ce que j'ai. Ça revient un petit peu à l'équivalent du référé provision, enfin du référé expertise, auquel serait Ouais. joint une demande de provision, c'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, ce n'est plus une simple demande d'expertise, mais une demande accompagnée de la reconnaissance d'un droit. Et dans ces cas-là, on se retrouve dans la position antérieure de la décision rendue par la Cour de cassation le 14 décembre, avec un délai qui court cette fois à compter de l'assignation en référé, doublé à la même date de l'assignation au fond. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Merci pour votre participation et merci Cyril pour cette animation. Donc, le prochain rendez-vous en juin et puis le prochain rendez-vous, le prochain webinaire d'opération immobilière sera sur un sujet d'urbanisme en mai. Donc, restez attentifs. À bientôt. Merci. Au revoir. Merci beaucoup à tous. Au revoir.